Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui José Bové. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, candidat à la présidence de la Commission européenne pour le parti des Verts européens. Avec vous, nous allons bien sûr évoquer les échéances électorales du printemps, ainsi que l'actualité du gouvernement et de la majorité. Caroline, bonjour. Bonjour. Nous verrons quelles sont les interrogations des internautes et ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, on va commencer par le gaz de schiste. Pourquoi après Arnaud Montebourg, c'est Laurent Fabius qui vient à son tour de se prononcer pour une autorisation de la recherche non polluante sur le gaz de schiste. Est-ce qu'on est désormais largement au-delà de la ligne rouge fixée par les Verts en France ? Je pense que si quelqu'un est en train de franchir la ligne rouge, c'est à la fois M. Montebourg et M. Fabius. J'arrive pas à comprendre leur raisonnement. J'ai l'impression qu'ils sont en train de fantasmer, et ça m'a rappelé très furieusement les fantasmes à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, quand il cherchait des avions renifleurs. Là, j'ai l'impression que le gaz de schiste, la fracturation propre, c'est à peu près la même chose. C'est une théorie, aujourd'hui, qui n'existe pas. Il n'y a pas de fracturation propre. Et la seule technique qu'ils veulent mettre en place... C'est une espèce de fantasme, donc il nous dit on va faire avec du propane, sauf que c'est 28 000 fois plus polluant que le CO2 par rapport à la planète, donc ça n'a pas de sens. Alors c'est une petite musique, hein, comme si on voulait entretenir ça. Je sais pas, on va faire plus. Ça vous dérange d'autant plus que François Hollande ne dit rien, laisse dire, alors que ses prises de position viennent de ministres de poids au sein du gouvernement? Moi, François Hollande a dit des choses très claires et sans aucune ambiguïté, comme quoi il n'y aurait pas de prospection et d'exploitation du gaz de schiste en France. On n'entend pas s'opposer à ces ministres. Non, mais Philippe Martin, qui est en charge de l'écologie et de l'énergie, a dit la même chose. Alors, il y en a deux qui font les malins, c'est leur problème, mais ce n'est pas eux qui tiennent la ligne pour l'instant. Montebourg et Fabius, vous dites qu'ils font les malins, mais en même temps... la prospection pour la recherche. En quoi il faudrait être contre le fait qu'on puisse prospecter pour la recherche? La question de prospecter... Si on ne tente pas de nouvelles techniques, on ne saura pas si elles sont vraiment polluantes. Le problème, c'est que les techniques, elles se font d'abord en laboratoire. Et il y a des tas de façons de faire des simulations pour vérifier les techniques. Si ça se savait qu'il y avait des nouvelles techniques, les États-Unis seraient les premiers à les utiliser. Or, personne n'utilise ces techniques parce qu'elles ne sont pas sûres. On ne sait pas, à 1500, 2000 mètres de profondeur, faire autre chose que d'utiliser de l'eau avec des produits chimiques. On ne sait pas faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une technique utilisée par une seule firme d'ailleurs qui s'appelle Halliburton, qui a le trust sur l'ensemble de cette technologie. Alors, plus globalement, si on reste sur le thème de l'écologie, est-ce que vous croyez encore aux ambitions de François Hollande, alors que son projet de loi attendu sur la transition écologique, il traîne un peu, il est reporté sans arrêt, on ne sait pas jusqu'à quand. Est-ce que vous croyez encore, est-ce que Hollande est toujours crédible sur la question de la transition écologique? Moi, j'étais un petit peu inquiet cette semaine quand j'ai vu que la réunion qui devait avoir lieu de cadrage avait déjà été reportée. Alors, on parlait de début avril, maintenant on parle de courant avril. J'imagine que ça va être encore reporté. Il n'y a aucune date fixée. Il n'y a aucune date. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est tout le débat qu'on voit revenir. C'est un peu comme le gaz de schiste, sur la question du nucléaire. Où on est en train de commencer à se dire, oui, mais le mixte, pour se décarboner, pour avoir, en gros, on va faire de l'efficacité énergétique et on va faire du mixte, dans lequel le nucléaire pourrait pouvoir revenir à travers des EPR de 3e ou 4e génération et où donc on va démanteler certaines centrales et sur les mêmes sites, on va en construire d'autres. Donc c'est une petite musique assez inquiétante qu'on est en train de voir venir. Donc là aussi, il va falloir que les choses soient claires. Qui c'est qui décide? Il y a un projet, il faut qu'à l'automne, ce projet aille jusqu'au bout. Vous dites qu'aujourd'hui, François Hollande n'est pas clair sur l'écologie? Je dis qu'il n'est pas clair et que j'attends, et tout le monde attend de manière évidente, qu'on ait ce projet de transition énergétique. Puisque ça aussi, c'est en lien avec l'Europe, et c'est pour ça que je ne peux pas le dissocier avec l'Europe. Est-ce que vous fixez un ultimatum, une date limite, puisqu'il ne cesse d'être reporté, ce projet de loi? On nous a dit 2014. Moi, j'attends le projet de loi de 2014. Parce que ça va avoir aussi des conséquences très importantes sur ce qui va se passer à Paris en décembre 2015, où on reçoit quand même le sommet du climat. Donc si la France n'est pas cohérente, si l'Europe n'est pas ambitieuse, le sommet du climat, qui est le seul sommet
international du quinquennat va se transformer en fiasco. Moi, je leur ai déjà dit, si ça continue comme ça, c'est pas un beau sommet qui va avoir lieu, ça va être le Seattle du climat. Il faut quand même qu'ils se rendent compte un peu qu'aujourd'hui, ils sont en train de tourner le dos aux problèmes que sont en train de vivre énormément de gens sur la planète. Et donc la question de la transition énergétique, c'est pas simplement une question pour le climat, mais c'est aussi une question pour la relance économique à travers cette transition à la fois sur l'énergie et aussi sur l'industrie qui doit se construire au niveau européen. Donc c'est tout un processus. Et ça aussi, ça nous ramène à l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus qui peut se faire que dans un pays, ça doit se construire aussi avec les autres partenaires européens. La chef de file des Verts, Emmanuelle Cos, a parlé d'une participation combative au gouvernement, mais en attendant, on a quand même plutôt le sentiment que les deux ministres écolos, Cécile Duflot et Pascal Canfin, restent à leur poste quoi qu'il arrive. Ben, j'en sais rien. Moi, Pascal Canfin, que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps, justement pour parler du climat, participe de manière très claire à des choses qui vont dans le sens de ce qu'on a toujours voulu faire. Mais il n'y a plus de ligne rouge comme il y avait auparavant. Le problème, c'est que pour qu'il y ait une ligne rouge, faut-il encore qu'il y ait une décision qui soit prise dans ce domaine. Et donc, le plus grave danger qu'il y aurait, c'est que la question de la transition énergétique soit reportée non plus maintenant à l'automne 2014, mais peut-être en 2015 et après, je ne sais pas quand. Et c'est ça qui sera un vrai problème. Donc moi, je crois que là-dessus, il va falloir que très rapidement, on ait des dates claires, que le débat soit cadré et programmé à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse enfin vraiment débattre sur le fond. Mais je ne dis pas ça seulement, ce n'est pas simplement les gens d'Europe Écologie qui disent ça, ce sont les ONG, ce sont les syndicats, c'est l'ensemble des partenaires. Parce que tout le monde veut savoir effectivement quel va être le cadre dans lequel on va avancer vers la transition. Venons-en à l'autre gros sujet de la semaine au niveau européen, c'est le maïs OGM. L'américain Pioneer va être autorisé par l'Union européenne, ou en tous les cas, le sujet revient sur la table. Est-ce que c'est un désaveu pour la France, pour les pays européens qui étaient contre, hein, ils sont quand même assez nombreux, mais il pourrait y avoir, par le jeu de la mécanique européenne, ça pourrait se trouver autorisé. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ça va être un désaveu surtout pour M. Barroso, parce qu'il s'est pris lui-même les pieds dans le tapis, et maintenant, c'est une décision politique qu'il va devoir prendre. On sait que l'opinion européenne est très largement majoritaire, entre 75 et 80% opposée. 19 pays se sont prononcés contre l'autorisation de ce maïs pesticide. 4 se sont abstenus, et 5 se sont abstenus et 4 étaient favorables. Dont un seul qui produit, qui est l'Espagne. Donc, il y a eu cette décision du Conseil. Automatiquement, le débat revient vers la Commission, mais la Commission n'a pas de délai. On ne sait pas quand elle va prendre la décision. Elle n'est pas obligée, elle peut repasser devant une commission, elle peut ressaisir l'Agence européenne sanitaire des aliments, et dans le même temps, le Parlement européen, dès la semaine prochaine, va contre-attaquer. De la même manière, la Hongrie a déjà annoncé qu'elle allait faire un recours si ce maïs était autorisé. Donc moi, j'ai l'impression que M. Barroso a voulu passer en force. Est-ce qu'il veut donner des gages dans le cadre des négociations transatlantiques avec les États-Unis pour dire aux firmes « vous en faites pas sur les OGM, j'en fais mon affaire ». Si c'était ça sa stratégie, il s'est complètement planté. Et maintenant, il se retrouve avec une situation tout à fait délicate à 3 mois des élections européennes. Alors justement, parlons des élections européennes. Plusieurs sondages donnent le FN en tête de ce scrutin en France. Est-ce que vous croyez à ce scénario ? Moi, j'en sais rien. On verra bien ce qui va en être. Mais compte tenu de la situation politique et des différentes formations qui sont sur la liste de départ. Moi, ça dépend très clairement de la capacité de parler réellement de l'Europe. C'est-à-dire que s'il y a une abstention forte, et si le seul débat, c'est de dire on donne un coup de pied au gouvernement et c'est une façon de lui dire on n'est pas d'accord avec votre politique, effectivement, ça peut être le cas. Si la campagne se fait réellement sur le projet européen et sur les différents types de projets, que ce soit au niveau économique, social, environnemental, sur les types institutionnels. Vous pensez que le débat européen peut s'imposer? Elle est courte, la campagne. La campagne est courte, mais je pense que c'est la responsabilité, je dirais là, pour la quasi-totalité des forces politiques, d'imposer un débat sur l'Europe et qu'on ne soit pas là uniquement pour dire, parce qu'on avait déjà eu ça en 2009. Les partis politiques qui avaient voulu faire de cette campagne une campagne nationale se sont plantés. Le Front National n'a pas eu le résultat qu'il escomptait, et M. Bayrou, qui avait fait son fantasme sur les élections présidentielles, s'est planté aussi. Donc moi, je crois que là-dessus, il faut qu'on ait la capacité, et c'est aussi de notre responsabilité, de mener une campagne sur les thèmes européens et montrer comment l'Europe
n'est justement, la seule solution pour sortir des crises. Vous serez un peu le leader des écolos en France sur les élections européennes. Vous avez 16 députés sortants, enfin la formation que vous représentez à 16 députés sortants. Vous avez obtenu à peu près 16% des voix. Vous revoyez à la baisse le résultat ou pas, compte tenu de la situation politique française qui vous échappe un peu. Mais c'est très difficile déjà de faire des sondages, donc c'est vrai que c'est compliqué. Réussir à nouveau à avoir 16 députés, ça va être très compliqué. En même temps, vous visez 6 à 8 députés européens, c'est le cas ou pas? Pour l'instant, je pense qu'on est en capacité d'avoir un résultat à 2 chiffres, ça je crois que c'est possible. Donc, au moins 10 députés européens. À combien on va arriver, je n'en sais rien. Je sais qu'en 2009, on est parti du même niveau, c'est-à-dire 7%. On est arrivé à 16%. Ça dépend de la capacité des gens à se réapproprier. Et surtout de la capacité des gens d'aller voter. Et moi, je crois que ça va être ça. La grande bataille, la première bataille de la démocratie, c'est d'amener les électeurs dans les urnes. Caroline. Alors Daniel Cohn-Bendit vous a récemment apporté son soutien sur Twitter lors de la primaire européenne. On a quand même le sentiment que ça va être dur de fédérer sans lui. Est-ce que vous aussi, vous partagez ce constat ? En tout cas, Dany va participer à la campagne. Puisqu'il va faire la place qu'il avait en 2009. Voilà, est-ce que son absence vous inquiète? L'absence de Dany est toujours regrettable. Mais en même temps, je ne vais pas lui demander de revenir pour faire une campagne. Il assume, et c'est très bien, et on l'assume collectivement avec lui. Je pense qu'on est en capacité de continuer ce qu'il a lancé. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai que chacun dit Dany n'est plus dans la campagne. Et voilà. Dany ne se représentera pas, mais il participera aussi. Vous savez faire sans. On va pas faire ça, on va faire avec lui, sauf qu'il ne sera pas à la tête de liste dans la bataille. Mais voilà, on a déjà prévu quelque chose ensemble, voilà, on a prévu quelques histoires. Donc vous êtes député européen depuis 2009. On a eu un commentaire assez récurrent de la part des internautes qui disent il est loin le temps de l'ancien leader altermondialiste. Un internaute va même jusqu'à dire que vous êtes, je cite, planqué à Bruxelles. Est-ce que vous comprenez ces critiques, cette impression, et qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, on peut toujours entendre. Hein. C'est vrai que moi, depuis, je me suis retrouvé dans la bataille des gaz de schiste très concrètement sur le terrain. La bataille des OGM qui m'a amené dans l'Aveyron, au pied du Larzac. Donc tout ça, voilà. Et on a gagné cette bataille. On a empêché effectivement le gaz de schiste. Certains ne sont pas contents, mais c'est comme ça. Sur les OGM, la bataille, on la mène aujourd'hui aussi au niveau du Parlement européen. Il n'y a plus de culture OGM dans les champs. Et vous n'êtes pas planqué, la bataille continue. Je crois pas. Non, mais parce que ce qui est très compliqué en France, parce qu'on a un vrai problème de culture. Où on est dans le mouvement social, où on est élu. Et il y a une méfiance totale entre les deux. Et on a vu souvent les élus, moi je me rappelle quand j'étais dans les mouvements sociaux, qui vraiment n'avaient pas du tout envie de la légitimité des mouvements sociaux. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que les élus, a priori, et donc moi, mon objectif, c'est très clairement de montrer qu'il y a la nécessité. Et si on veut avancer, c'est à la fois avec les citoyens, mais en même temps avec les élus. Et c'est une démarche collective qui doit être menée. Et ça, j'espère qu'on va être capable de le faire, notamment contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, qui est pour moi l'enjeu principal de la prochaine législation européenne. Vous parliez d'euroscepticisme. Cette semaine, le week-end dernier, il y a les Suisses qui se sont prononcés par référendum contre l'immigration de masse. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas le prélude justement à une campagne européenne marquée par l'euroscepticisme, marquée par la montée des populistes? Est-ce que vous sentez ça dans votre campagne puisque vous sillonnez l'Europe? Alors, c'est vrai que je suis allé dans pas mal de pays, mais c'est vrai que c'est assez cocasse. Parce que M. Cameron, j'étais en Angleterre il y a 15 jours, juste au moment où il a sorti « Je veux limiter la venue des Bulgares et des Roumains dans mon pays ». Donc c'était vraiment le diable. Ces Bulgares et ces Roumains, ils ne parlent même pas comme nous. C'est vraiment la catastrophe. Maintenant, on a les Suisses qui disent « Moi, je ne veux pas de ces Français, de ces Allemands et de ces Italiens ». C'est inquiétant, non, juste après mais ça devient c'est cinglé. Pour vous, en tout cas. Ah non, mais c'est complètement barjot. C'est-à-dire que, mais je trouve ça assez marrant, c'est que les Français en France, le Front National qui fait peur avec les immigrés, il se retrouve demain en Suisse, c'est lui qui devient l'immigré. Et à un moment, il faut se poser la question si on n'est pas en train de marcher sur la tête. Ces gens sont cinglés, ils marchent sur la tête. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir une marée populiste aux européennes? Ça dépend encore de la capacité mobilisée et de parler des vrais sujets. Aujourd'hui, l'immigration est un fantasme qu'on agite. C'est-à-dire que quand les gens sont dans une situation difficile, avec une incapacité d'avoir un boulot, d'un mauvais... peur pour leur retraite, les jeunes et le chômage, tout ça, ça amène au repli.
Or, la vraie question, c'est comment on est capable de répondre à ces questions-là, et on n'y répondra qu'au niveau européen. C'est en construisant l'Europe qu'on est capable de défendre aussi les valeurs. Et la libre circulation des personnes, c'est une valeur centrale du projet humaniste européen. Merci José Bové d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.